C'est le Premier ministre. Parmi les plus marquantes, évidemment, donc l'abaissement de la vitesse sur les routes secondaires, vitesse qui sera désormais à partir du 1er juillet limitée à 80 km/h. Et grâce à cette mesure, eh bien, le gouvernement espère sauver une vie par jour. Dans 2 ans et demi, un premier bilan sera dressé de cette mesure. Et si cela ne fonctionne pas, Édouard Philippe s'est quasiment engagé à revenir dessus. Seulement, il en est persuadé, le nombre de morts diminuera. Il l'a dit d'ailleurs, il l'a répété, oui, il est prêt à être impopulaire car ces mesures porteront leurs fruits. Merci à vous, Johan, et on va commencer à voir les premières réactions. Réactions également politiques. C'est un sujet de société, un sujet sociétal, mais c'est également un sujet politique. Nous a rejoint sur ce plateau le député du Nord de la France Insoumise, Hugo Bernalicis. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors, votre réaction tout d'abord à ces mesures annoncées par le gouvernement en matière de sécurité routière. C'est un sujet qui divise. Et en particulier, cette limitation de la vitesse à 80 km/h sur les axes secondaires. Est-ce que vous approuvez la décision du gouvernement? Certains disent que ce sont des décisions radicales, voire courageuses. Oui, je ne sais pas si c'est des termes aussi extrêmes qu'il faut employer. Disons que l'objectif est tout à fait louable. Qui serait contre diminuer le nombre de morts sur les routes? Après, la question se pose sur les alternatives. Finalement, est-ce que c'est juste passer de 90 à 80 et c'est tout, le sujet est réglé et il n'y a plus besoin de revenir dessus? Je ne crois pas. Aujourd'hui, il y a un moyen de diminuer le nombre de morts sur les routes, c'est de développer les transports en commun, parce qu'il y a très peu de morts dans les transports en commun. Donc, est-ce qu'il y a une politique en face de ça qui est mise en œuvre pour développer massivement les transports en commun? Malheureusement, je constate que non. Et donc, le fait de prendre des sujets comme ça les uns à côté des autres, bon, ça peut faire semblant de montrer une forme de courage. Moi, je ne crois pas. Après, ça va dans le bon sens. Objectivement, et encore une fois, il faut travailler sur l'alternative. Semblant de courage, en tous les cas, il faut plus se concentrer sur les alternatives. Qu'en pensez-vous, Serge Raffi? Je pense que quand un Premier ministre nous dit 3 minutes de perdu par jour et une vie de sauvée, on peut qu'applaudir et dire c'est super, on va tous perdre 3 minutes et on sauvera tous une vie. Bien sûr, c'était une très bonne nouvelle. Moi, ce qui me surprend, la première chose, c'est d'abord que ce soit un Premier ministre qui développe dans le détail ce genre de mesures. Alors que nationale, on se souvient de Jacques Chirac qui portait cette dans le détail à ce point-là, il y a quelque chose, c'est un espèce d'exercice comptable aussi précis, etc. Évidemment, il a besoin de se montrer un peu. Faut dire qu'on lui laisse Édouard Philippe, il y a le lyrisme du président et il y a l'expert comptable du gouvernement qui raconte qu'effectivement il faut sauver des vies. Il a fait un lapsus très intéressant quand il a parlé du nombre de vies des décédés. Il s'est trompé, il a dit euros à la place. C'est vrai que le coût social des accidents de la route est terrible pour le pays, donc il l'a dit d'une manière un peu maladroite, mais c'est une chose certaine. Par contre, moi je trouve qu'il manque quelque chose dans cet exercice-là. C'est d'abord le fait que, qu'est-ce qu'on fait pour inciter les constructeurs automobiles à faire la publicité autrement. C'est-à-dire que le problème, c'est le changement de comportement, mais si on leur vend tous les jours des publicités qui racontent que plus on va vite et plus on est costaud et plus on a réussi sa vie, on n'a pas une Rolex, mais on a un gros volant entre les mains, effectivement, ça continuera. Et l'autre chose, c'est sur l'éducation. C'est-à-dire qu'on est dans le problème comportemental. Et sur l'éducation, je n'ai rien entendu sur la manière dont on peut approcher cette problématique-là, c'est-à-dire aussi bien dans l'enseignement que dans d'autres domaines, par exemple passer le permis de conduire. Je trouve que si on allait faire un tour, du bâton et pas finalement une politique plus globale d'éducation qui est une politique de long terme. C'est votre avis également, Frédéric Durand? Oui, effectivement. Alors moi, je relève 2 choses. Je suis aussi étonné du fait que ce soit le Premier ministre qui porte à ce point. Alors c'est pour en faire ou bien un sujet très important ou bien pour réduire le Premier ministre d'un biais ou d'un autre. Pardonnez-moi, je vous rappelle, oui, Jacques Chirac portait effectivement. Et en 2002, le Premier ministre de Jacques Chirac avait aussi participé. C'est pas nouveau. Oui, mais sur le fond, je pense que le député de la France Insoumise a parfaitement raison. Une des solutions, c'est de trouver une alternative que sont les transports publics. Et juste, je soulève une petite contradiction, c'est que Macron a fait exactement le contraire avec les bus Macron. Il a remis sur les routes ce qu'il y avait sur les rails. Et donc quelles conséquences? Je pense qu'il a fait le contraire. Il a entre guillemets, plutôt que de dire on développe le transport en commun, une alternative à la voiture, parce que c'était insupportable en ville aujourd'hui la voiture. Au-delà des accidents, c'est vrai que c'était un vrai problème de société. Et ce qu'il a développé lorsqu'il était sous le gouvernement Hollande, c'était des bus à la place des trains. Alors il y a le débat sur les alternatives et puis il y a le sujet politique, François Dorcival. Nous verrons les conséquences dans quelques jours ou quelques semaines avec les sondages de Frédéric Dabim. C'est un sujet sensible, c'est un sujet qui dévie, c'est un sujet sociétal. Il nous concerne tous, qu'on soit contre
conducteurs ou pas, parce qu'évidemment c'est un espace commun les routes. Est-ce que selon vous, le gouvernement a déminé là toutes les réticences, toute la grogne des automobilistes et puis de la société en général qui se demande est-ce qu'on ne nous prend pas pour des vaches à lait? Est-ce que ce n'est pas pour renflouer les caisses de l'État? Et est-ce que vraiment à 10 km par heure près c'est vraiment efficace? Est-ce que toutes ces questions que l'on se pose tous, ici même sur ce plateau, est-ce que selon vous il y a répondu? En tout cas, il a tâché d'y répondre. Mais ce qui est intéressant, ce sont les étapes qui ont préparé cette décision. Parce qu'il ne faut pas croire que nous ne savions pas qu'aujourd'hui serait annoncée la diminution de la vitesse à 80 km à l'heure sur les routes secondaires. Ce qui nous a préparé à ça, c'est un peu comme le chômage. C'est-à-dire que tous les ans, et même plus que tous les ans, on avait l'augmentation, depuis 2013, l'augmentation du nombre de tués. Donc, le gouvernement préparait à des décisions. Ensuite, comment le Premier ministre a-t-il préparé lui-même sa communication? Par un tweet au mois de décembre où il dit « Moi, je ne suis pas contre le fait de descendre de 90 à 80 ». Et puis ensuite, on a parlé d'un certain nombre d'expérimentations scientifiques. Ça, c'était au tout début de ce mois de janvier. Et d'ailleurs, le président du Sénat a réclamé, puisqu'il est responsable des territoires, a réclamé à avoir les éléments de ces expérimentations. Aujourd'hui, on en a su un peu plus. Alors, politiquement, vous m'avez posé 2 questions. Première question, vache à lait. Les amendes, ceci est dans le budget. Les amendes qui sont attendues cette année, c'est 1,8 milliard. Voilà. Donc, avec les budgets de la sécurité et de l'éducation routière, vous avez ce chiffre. En ce qui concerne maintenant ce qui a été dit, il y a d'une part ce qui dépend du comportement au volant, ne peut pas être discuté. Ce qui sera discuté, c'est la fameuse vitesse. Il s'en est expliqué. Moi, je ne crois pas que ça comportera beaucoup d'éléments contrariant en matière de popularité. On verra ce qu'il en sort. Nous le verrons dans quelques jours. Mais justement, vous avez dit tout à l'heure, Hugo Bernalicis, mais que reste-t-il au Premier ministre? Mais il lui reste quasiment tous les dossiers sensibles, parce qu'il y a la sécurité routière, mais pas seulement. Il y a à venir une décision importante qu'on commence un petit peu à deviner autour de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Il y a aussi le projet de loi autour de l'immigration et l'asile que le Premier ministre va devoir défendre lui-même devant les associations ce jeudi. Mais tout d'abord, sur la situation de la ZAD, quelle que soit la décision qui sera prise sur l'aéroport Notre-Dame-de-Landes, il faudra évacuer cette ZAD. Et aujourd'hui, comme malheureusement par hasard, se rappelle à nous le souvenir de la mort de Rémi Fraisse avec une ordonnance de non-lieu autour de ce gendarme qui avait donc lancé cette grenade offensive. Il y a toujours ce traumatisme qui est présent alors que l'on sait, on va devoir évacuer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Oui, mais évacuer, si l'objectif c'est de faire en sorte que le lieu retrouve son utilisation d'origine et qu'il n'y ait pas d'aéroport à la place, oui, je pense que ça peut être un objectif atteignable, mais il faut le faire dans la discussion. Parce que si c'est pour renvoyer les policiers ou les gendarmes en l'occurrence de manière frontale vis-à-vis des personnes qui sont sur le site, on va recréer du conflit, on va recréer de la conflictualité. Mais je vous pose franchement la question, vous pensez qu'ils sont en situation de discussion les zadistes aujourd'hui? Oui, moi je pense, oui, tout à fait. À partir du moment, à partir du moment où le projet d'aéroport est abandonné, je pense que le dialogue peut tout à fait s'ouvrir. Mais je le crois sincèrement. En tout cas, mais ceux qui sont sur place, pour le moins, disent quelle que soit la décision qui est prise, nous ne comptons pas partir de la ZAD aujourd'hui. Écoutez, il faudra entamer une discussion. Ce que je sais, c'est que d'envoyer des gendarmes mobiles, c'est pas une discussion. On appelle ça un conflit. Et on appelle ça organiser le conflit. Alors soit le gouvernement veut organiser le conflit, soit il veut organiser le dialogue. Ça dépend s'il envoie des gendarmes mobiles ou s'il envoie des représentants du gouvernement pour instaurer une discussion. Serge Raffi, c'est très difficile de savoir quelle est vraiment la réalité de ce qui se passe dans cette ZAD parce qu'il y a de sons de cloche. Il y a des papiers qui décrivent véritablement une sorte d'armée de zadistes qui se préparent avec leurs propres armes et qui ont confectionné des pièges pour les forces de l'ordre qui vont arriver. Et puis vous avez en face les gendarmes qui se préparent évidemment et l'État qui nous dit attention, ça va être très sensible, il faut employer, en tous les cas, il faut se préparer. Alors là, ce qui est de l'ordre du teasing du gouvernement, comme François Dorcival l'a dit pour les mesures qui ont été prises, c'est-à-dire oui, c'est une espèce d'arsenal extraordinaire, c'est une poudrière, etc. On n'en sait rien. Par contre, moi, ce que je lis dans la manière dont Édouard Philippe s'est présenté ce soir, c'est quand même finalement, par une formule, Édouard monte au front. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que
au tout début, finalement, il commence à devenir le pare-feu du président, c'est-à-dire qu'on rentre dans la hiérarchie institutionnelle très classique de la Ve République, où le Premier ministre est prêt à prendre des coups. On le voit sur cette affaire-là, on va le voir, vous l'avez dit, sur Notre-Dame-des-Landes, on va le voir sûrement sur l'immigration, etc. C'est-à-dire qu'il va enfin être un peu le garde-fou. Le contexte où sa cote de popularité, Serge, s'envole. Le premier baromètre de l'année judiciaire diffusé il y a une quarantaine de minutes donne un Édouard Philippe plus populaire en termes d'approbation de son action d'Emmanuel Macron, et où il y a des éléments de différenciation entre le président et le Premier ministre, c'est sur la proximité, il apparaît plus proche que le président. Sur cela, justement, le Premier ministre, parce que jeudi, je le disais, il va devoir présenter aux associations les grandes lignes du projet de loi immigration et asile. Est-ce qu'il compte justement sur une opinion? Je fais toujours attention quand je parle des sondages et quand je parle des Français en leur nom, mais les Français, semble-t-il, demandent de la fermeté, ou en tous les cas une politique un peu plus sévère à l'égard de ceux qui n'ont pas le droit d'être sur notre territoire. Alors, les Français sont plus compliqués que ça. C'est vrai que d'une part, il a une jambe de droite, parce que n'oublions pas, l'acte lourd d'Édouard Philippe, c'est la passation de pouvoir avec Bernard Cazeneuve, qui avait été accusé par Jean-Luc Mélenchon d'être responsable de l'assassinat de Rémi Fraisse, entre parenthèses, et il se présente comme un homme de droite. Et il a toujours, malgré les attaques des Républicains, une popularité étincelante à droite. Dans cette enquête, il a 70% d'approbation chez les sympathisants LR. C'est vrai que globalement, les Français veulent une politique de fermeté. Pour autant, ils ont aussi une jambe d'humanité qui fait que une politique trop dure, un gouvernement qui pencherait beaucoup plus à droite, lui ferait perdre son côté gauche. Hugo Bernalicis, moi j'ai le souvenir que quand on parlait de la loi antiterroriste, vous aviez parlé de la France en décrivant ce pays comme une démocrature. Une démocrature, vous n'allez quand même pas utiliser ce mot pour ce projet de loi asile-immigration. On verra quand on aura les éléments concrets. Moi, ce que j'analyse, c'est qu'effectivement, le Premier ministre a une bonne popularité à droite, mais parce que c'est une politique de droite qui est conduite. Donc les gens sont à peu près logiques dans ce pays, j'ose l'imaginer. Après, sur la réponse aux questions dans les sondages, excusez-moi, mais quand vous posez la question aux gens, est-ce que c'est normal de renvoyer dans son pays quelqu'un qui est en situation irrégulière, ils ont tendance à répondre oui. Si vous leur posez la question, est-il normal, est-il normal d'accueillir quelqu'un qui demande l'asile parce qu'il y a la guerre dans son pays, ils répondent oui aussi. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la manière de poser la question induit une partie de la réponse. Mais on pose les deux, monsieur. D'accord. Oui, mais donc vous avez une contradiction. Vous pouvez mettre en même temps au milieu, si vous voulez, pour parfaire le tout. Mais à un moment donné, il ne s'agit pas de durcir les conditions d'asile. Il s'agit de faire respecter le droit d'asile. Et ensuite, il faut s'attaquer aux causes des migrations. Et a-t-on aucune responsabilité dans ces causes de migration? Je ne crois pas. On aura l'occasion faire du blabla, c'est une chose. Poser des axes, c'est autre chose. Et vous aurez l'occasion de revenir pour en parler sur ce sujet et d'autres. Merci d'avoir été nos invités. Merci aux Voix de l'Info. Restez avec nous sur CNews. Assure Laurence Ferrari pour Punchline. Et je vous retrouve